Alors aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, Michel Martinez, qui a un palmarès impressionnant sur le tennis de table français. Donc aujourd'hui, il a 46 ans, hein, c'est ça, et il est maintenant, même s'il continue à jouer, il est plus dans la transmission. Donc on va échanger avec lui, ça va être super intéressant, je suis persuadé. Salut Michel. Donc, salut Stéphane. Enchanté de t'avoir à nos côtés, là, c'est génial. Tu nous rappelles vite fait ton palmarès, là, qui est impressionnant quand même. Palmarès, les meilleurs ancien numéro 2 français, 10 fois champion de France en double et mixte, confondu, dont 6 fois en garçon. Vice-champion de France en simple, 1 fois, 3 fois en demi-finale. 20 ans en Pro A, 17 ans en Pro A, 3 ans en Pro B. Voilà. Au niveau des palmarès, évidemment, plusieurs titres chez les jeunes. Voilà pour en grande partie. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce palmarès. Moi, je t'ai connu jeune. Je crois qu'on a combien d'années de différence? On a 5 ans de différence, donc je pense que tu étais... Voilà, moi j'étais cadet junior un peu dans les meilleurs de la région et toi t'émergeais, t'arrivais, là, Benjamin minime, t'étais un petit peu le petit prodige qui arrivait. Et c'est vrai que je me souviens qu'il y avait ton père qui te suivait beaucoup, qui a eu, je pense, un gros impact sur toi et sur ta carrière. Avec le recul, qu'est-ce que tu as à en dire comme ça moi je me souviens vraiment, heureusement qu'il était là, je pense, qu'il t'a poussé, il t'a poussé. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as les valeurs qu'il t'a transmises? Les valeurs, déjà, c'est le travail. L'abnégation, la régularité du travail. J'ai raté pas d'entraînement, même s'il fallait faire une demi-heure ou 45 minutes de voiture. Il m'a amené à tous les jours à l'entraînement jusqu'à mes 12 ans et demi. Donc voilà, il était chef d'entreprise, mais il prenait le temps de m'amener jusqu'à des fois 23h, 23h30 les entraînements. Donc ça prend du temps. Et il m'a amené à tous les tournois. C'est là où tu m'as relativement vu beaucoup aussi. J'ai fait tous les tournois de la région toute l'année. J'en faisais le samedi, le dimanche. Je voyageais tout le temps. Donc c'est vrai que j'étais demandeur, mais mon père m'a aussi beaucoup poussé. Il était ex-footballeur de deuxième division, donc on va dire semi-pro. Il connaissait le sport de haut niveau, quoi. Voilà, donc il était déjà un grand travailleur au foot via son papa, mon papy. Donc il m'a transmis ses valeurs de travail, de faire le maximum possible. Après, où ça va, mais en tout cas le maximum possible. Pas avoir de regrets. Ouais, ok. T'es le seul, il me semblait que tu étais le seul Français, mais apparemment, tout à l'heure en discutant, tu m'as dit qu'il y avait Bruno Parietti. Tu as réussi quand même un truc assez exceptionnel, parce que donc, vous êtes deux, toi et Bruno Parietti, à avoir gagné le titre de champion de France pendant les 3 années de junior consécutives. Maintenant, il y a la catégorie J4, mais à l'époque, il y avait J1, J2, J3, et après, tu étais senior. C'est quand même assez exceptionnel comme résultat. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Toi, tu l'as réussi. Aujourd'hui, avec le recul, pour toi, c'est lequel le plus beau des 3 titres? Comme ça. Le plus beau, c'était... en fait, j'ai eu 2 revanches en J1 et en J2. En J1, j'ai eu ma revanche de KD2 sur Dominique Pétron. Donc on était 2 J1 en finale. Et en J2, c'était sur Cédric Cavistani, le joueur qui m'a battu en finale quand j'étais KD1. Donc en gros, j'ai eu droit à 2 revanches. Donc les 2 étaient très particulières. La J3 était relativement facile. J'avais une marge assez importante sur la J3. Donc, après, laquelle des 2 qui peut être devant, je dirais plutôt la J1 qui était... Voilà, on a quand même 2 ans de moins, donc la J1 reste la plus dure normalement à... Il y avait qui par exemple qui était J3, qui était fort à ce moment-là quand tu étais J1, quand tu as gagné le titre? C'était Pujol, des joueurs comme ça, et Caillot, Sébastien Caillot. D'accord. Voilà, Cédric Cavestani qui était J2. Mais voilà, il y avait vraiment la génération des J2, Cédric Cavestani et autres qui était quand même assez relevée. La J3 était un petit peu moins relevée. Ouais, d'accord, ok. Les joueurs, les gens qui te côtoient, ils disent tous, tu as vécu beaucoup de moments montées, descentes dans ta carrière en dents de scie, mais tu as toujours réussi à te forger un mental
positif, tu as toujours été positif, tu as toujours... En tout cas, ceux que je connais qui m'ont parlé de toi, ils ont tous dit la même chose. C'est un mec qui est toujours positif, qui est toujours dans la vibe et qui avance. Et c'est où que tu tires tout ça là? Bon, c'est de famille, hein. C'est mon père, mon papy, voilà, les valeurs de la famille. On n'a jamais eu beaucoup d'argent, on s'est toujours battu, on nous a rien donné. Voilà, hein, on se battait pas pour survivre du tout, hein. Mais en tout cas, c'était quand on se lançait dans un projet, il fallait aller à fond. Voilà, c'était un peu sur ce qu'on souhaitait faire, il fallait qu'on se donne à fond sur ce projet-là. Alors après, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, c'est vrai. Dû aux blessures, je crois. C'est surtout, en fait, c'était quasiment que dû aux blessures. Ouais. Un jour, je ferai une interview en fin de carrière en disant vraiment tout ce que j'ai eu, parce que je continue encore ma carrière, donc je joue encore en France, maintenant en National 2 et je joue en Suisse. C'est pas encore le temps de faire le bilan sur toute ma carrière de joueur, mais un jour je le ferai sur les péripéties, les douleurs avec lesquelles j'ai dû endurer toute ma vie. Voilà, mais c'est pas encore le moment. Mais bon, par contre, oui, on peut dire que j'étais force de rebond après des annonces. J'ai eu 2 fois les annonces de fin de carrière quand j'avais 20 ans ou 27 ans. À 20 ans, j'étais sans mondial à 19 ans. Et à 27 ans, j'étais numéro 2-3 français. Quand tu annonces que ta carrière elle est finie, il faut savoir aussi tenir. C'est pas simple. C'est peut-être ça qui t'a forgé un mental d'acier. Voilà, après, je dis pas qu'on n'a pas... On reçoit, mais après, il faut essayer de se relever, essayer de trouver des petits défis. Souvent, je dis souvent à mes joueurs, ne pas regarder trop loin, mais par contre, si on peut regarder faut qu'on se donne de la satisfaction, il faut qu'on puisse réussir des petites missions, des petits pas. Parce que dans le ping-pong, souvent, c'est très ingrat. C'est un sport qui est très dur, donc souvent, on vient chercher la vision du plus gros coup droit, le plus gros service, mais en fait, il y a des étapes à passer, des fondations à construire. C'est là où souvent on oublie, en fait. Et donc, on est toujours dans la frustration. Et donc, souvent, je dis, prenez le temps d'acquérir. Des fois, on peut régresser sur certains moments, mais par contre, il faut être sûr de là où on veut aller. Et des fois, on va se tromper. Par contre, c'est sûr que des fois, ça arrive dans un apprentissage qu'on va se tromper parce qu'on est parti sur une direction de raccourcir un peu les gestes ou d'ouvrir un peu plus. On est sûr de rien. Par contre, on prend une direction, on l'acte et après, on fait des bilans. 3 mois, 6 mois, 1 an, suivant la situation ou les profils des joueurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller à fond sur des directions ou des méthodologies ou des choses qu'on a vraiment validées avec le joueur. Entraîneur entraîné. Pour pouvoir du coup après bien analyser en étant allé à fond dans ce que tu avais en vue et pouvoir prendre des décisions ensuite. Ouais, c'est clair. Ok, et du coup, tu nous as dit tout à l'heure, c'est vrai que tu as eu des événements marquants quand même et qui ont marqué le ping français, c'est que tu as été champion de France en double. Donc 6 fois, je crois, avec Christophe Legout, c'est ça? Alors 5 fois avec Christophe et 1 fois avec Cédric Miro. Et 1 fois avec Cédric Miro. Et alors c'est quand même impressionnant, même si c'est vrai que vous étiez dans les meilleurs Français, en tout cas dans les 5 meilleurs Français tous les deux, je crois, à chaque fois. Malgré tout, comment toi, parce que c'est possible de gagner, mais il y a de la concurrence quand même, il y a des mecs aussi qui jouent bien. Comment t'expliques toi cette alchimie qui a pris, mais non seulement pris, mais qui a duré? Parce que gagner un titre, c'est beau, ça peut se faire. Mais durer, ça, c'est pas si simple. Et gagner 5 fois avec Christophe, la complémentarité qui était certaine. Mais comment t'expliques cette alchimie qui a fonctionné là, de plusieurs paramètres. Déjà, on a commencé à jouer ensemble à Istres en 2005 en Pro A. La première année de l'histoire de Istres, on a signé tous les deux en même temps avec Stéphane Lebrun en numéro 3-4, le beau-frère de Christophe Legout. Je crois que la première année, on n'a pas joué ensemble. Il me semble que c'est mon premier titre avec Christophe, c'est peut-être 2006. Peut-être qu'il a fait avec Després en 2005 et on a commencé à jouer après l'année d'après. Mais en fait, on a une super... on s'est toujours très bien entendu. Et en plus, avec Stéphane Lebrun derrière en coach, ça bronchait pas. On était là, on était la famille. Et en fait, compte,
moi, j'ai toujours aimé jouer en double, que je sois en minime, cadet, en fait, j'ai toujours aimé parce que j'aime l'échange, j'aime le partage, et j'ai toujours aussi aimé jouer en par équipe parce que j'aime la dimension que ça prend sur l'homme en fait, et non pas l'individuel. Même si quand on est joueur de ping-pong, on peut être individualiste, égocentrique, mais en fait, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai aimé ces moments-là. Mais c'est plutôt vers 26 ans. Ouais. Comme j'ai dit hier, on a parlé avec les coachs. Avant 25 ans, on pense souvent qu'à soi. Mais à un moment donné, je me suis dit, le club aussi, il est très important. Mais surtout, c'est quand j'ai signé à Istres que ça a changé vraiment. Vers 25-26 ans. Parce que le club, c'est super important. Et après, le partenaire de double, c'est super important. Et là, c'est là où j'ai vécu presque mes meilleurs moments. Donc, indépendamment de mes titres finalement, en jeune ou autre, j'ai gagné le top 12 national 2 fois. C'était seul, finalement. Ouais, tu le partages avec toi-même alors que moi, mes parents, mes proches, mais en fait, en double ou en par équipe, c'était des moments pour moi différents. Et j'aimais ce partage, j'aimais le regard, en fait. J'aimais le regard de mes coéquipiers. Et j'ai toujours aimé le regard de Christophe, ou de même Cédric Miro, ou de Sabrina Fernandez en mixte, ou de Agathe Coste en mixte. Et le regard de partage, de soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et surtout pas que quand ça va, en fait. Donc ces moments-là, je pense, m'ont appris beaucoup de choses sur ce que je suis maintenant. Et je pense que, en tout cas, ce côté-là, on ne pourra jamais renier que j'ai toujours été un homme d'équipe ou de double parce que j'ai su me transcender dans ces moments-là, plus qu'en simple. D'accord, ouais, super. Ouais. Et dans toutes ces années, il y a un entraîneur qui t'a marqué? Ou des entraîneurs qui t'ont vraiment marqué? Et pourquoi? Évidemment, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma carrière. Donc c'est dur d'en mettre un au-dessus. Mais on va dire que l'entraîneur qui a été le plus percutant à un moment donné de ma carrière, quand j'avais 15 ans, c'était Pascal Canteux, quand j'étais au centre de niveau de Caen. C'était une machine, c'est-à-dire que même le 1er janvier, il fallait qu'on soit en entraînement. Et si au test physique on faisait moins bien, il fallait qu'on refasse. Il nous a inculpé une valeur de travail à l'extrême. Et moi, j'ai aimé ce côté-là. À 15 ans, je pense que c'est là où j'ai commencé à vraiment exploser. Donc Pascal Canteux, et après, dans ma carrière, j'ai croisé des gens importants. Michel Blondel, qui était quelqu'un de très inspirant. À l'INSEP. Ouais. C'était en tout cas, à ce moment-là, le plus inspirant, surtout à l'entraînement, non pas en coach. Donc maintenant, il s'est spécialisé que l'entraînement, parce que déjà, à ce moment-là, il était un peu les deux. Mais il était bien meilleur en entraîneur qu'en coach. Et j'ai toujours eu des très bonnes relations avec lui sur ça. Et après, plus tard, Stéphane Lebrun, quand j'étais à Montpellier pendant 10-15 ans, c'était mon référent, entraîneur, mon coach. Même si c'était pas mon coach attitré, mais c'est lui qui me suivait tout le temps. On va dire le maximum possible quand il était là. Et donc, j'ai été quand même seul de 25 à 40 ans. Mmh. Et les 15 ans, j'étais avec Stéphane, mais on va dire en bonus, c'était pas mon coach attitré. Je ne le payais pas pour ça. C'était une ressource que tu avais. Il était sur Montpellier, j'étais à Montpellier. Ouais. Après, ses enfants, ils sont montés, donc il m'a aidé, j'ai aidé aussi. Il n'y a jamais eu d'histoire d'argent ensemble. C'était la famille. Lebrun, c'est toujours été. Il m'a beaucoup aidé. J'ai rendu, je pense aussi. Donc. Voilà. Ok. Et là, donc aujourd'hui, tu es directeur sportif à Lancy en Suisse. Oui. Et du coup, après toutes ces expériences que tu as vécues, j'imagine que tu as un peu réfléchi à tout ça. Et c'est quoi ton organisation là-bas? Comment tu retranscris en fait tout ce que tu as appris et ce que tu apprends encore toujours sûrement dans ton club là-bas à Lancy? Comment tu fais? C'est quoi ta méthode en fait d'entraînement? La méthode, évidemment, j'ai dû l'adapter, ma méthode. Ouais. Parce qu'en Suisse, c'est pas du tout pareil que la France. Ouais. Avec
on va dire, un niveau d'exigence qui est beaucoup moins important en Suisse qu'en France. Pas sur tout le monde. Hein. Tu peux pas les pousser comme ça peut être. En tout cas, sur un 90%, non. Non. Ouais. Sur un 10%, oui. D'accord. Donc c'est vrai que là, pour le coup, j'ai dû m'adapter fortement. D'un côté, mes stages, depuis 15 ans que j'organise, j'ai dû aussi m'adapter. Je gère en fait des fois des débutants à des professionnels. Donc en gros, mes stages m'ont formé. Donc j'ai pas eu de problème de m'adapter parce que j'ai cette fibre-là que t'as acquis, en fait finalement je l'ai apprise. Évidemment les premières années de stage c'était plus compliqué, mais après j'ai appris au fur et à mesure plus souple. Plus souple, la pédagogie, en fonction de qui tu parles, le profil du joueur. Devoir répéter peut-être plus souvent que d'autres. Je veux dire, à un moment donné, c'est cette formation accélérée m'a rendu la vie plus facile en Suisse. Sinon, c'est impossible de tenir. En tout cas, à l'époque où je suis arrivé, non, si j'avais pas de formation d'entraîneur, c'est impossible de tenir avec le niveau que j'ai eu avant, d'arriver comme ça sans formation avant. En Suisse, ça aurait été compliqué. Là, j'ai pas eu trop de difficultés, j'ai juste baissé un peu mon curseur et je le monte step by step parce qu'évidemment, quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 entraînements par semaine pour chaque athlète. Et donc, c'est dur d'en faire des champions avec 2 et aucun moyen pour en faire 3. Donc, il fallait trouver des moyens. À un moment donné, on a créé un 3e. La performance coûte de l'argent, on le sait bien. Et on a créé au fur et à mesure, maintenant on est sur des schémas avec 5, 6, 7 entraînements par semaine sur les élites et sur nos meilleurs jeunes et 3 sur les débutants ou voire même ils peuvent aller à 4 parce qu'on a créé en parallèle. J'ai créé une académie là-bas pour pouvoir rajouter de l'entraînement ou rajouter du coaching, de la ressource. Donc j'ai embauché Pierre Tibi ou d'autres intervenants pour m'aider aussi, parce que des fois seul c'est dur d'être, quand tu entraînes 20 joueurs ou 25 joueurs, c'est bien d'être accompagné. Donc ça coûte de l'argent, j'ai dû trouver des moyens pour pouvoir augmenter le volume de chaque joueur. Et donc pour le moment ça se passe plutôt très bien. Évidemment il manque toujours plus de moyens, comme tous les clubs, mais on est une structure qui commence à ressembler à quelque chose. Quand les joueurs ils viennent, même français, j'en prends souvent des Français qui viennent un peu, ça commence à avoir de la gueule et je pense que d'ici 1 an ou 2, on sera encore à un niveau au-dessus parce qu'on a de plus en plus de moyens, directs ou indirects. Donc on sera à un moment donné, là on est un centre national et je pense qu'à un moment donné on va être vraiment très bien placé sur 8-10 entraînements par semaine avec des préparations physiques à l'horizon 1 an 2027 j'espère. Par rapport aux autres clubs suisses, c'est beaucoup mieux structuré. Aucun club est à 20-30%. D'accord. Aucun. En Suisse allemande, ils n'ont pas de salle spécifique. La salle ouvre à 17h. À Genève, il n'y a aucun club qui ouvre avant 17h non plus. Donc j'imagine ça fait quand même aspiration en Suisse. Oui. J'imagine que tu dois... Oui, c'est vrai. Alors beaucoup, les clubs sont fidèles quand même un peu. Ils essayent ils ont un peu peur du ZZ Nancy en l'occurrence, parce que évidemment on a beaucoup plus d'heures, donc il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, mais pas tant que ça, parce qu'ils les laissent dans leur club et ils les laissent pas venir trop. J'ai quand même des jeunes qui viennent s'entraîner extérieurs. Et j'ai même des Français très forts, des jeunes Français de 12, 13, 14 ans qui sont dans la frontière, qui viennent s'entraîner de plus en plus. L'année prochaine, j'en ai 3-4 très bons qui viennent s'entraîner sur 1, 2, 3, 4 entraînements par semaine. Et Martinez Academy, là, on t'a dit que ça fait 15 ans, là. C'est quoi les ingrédients de la réussite, là? Parce que ça tourne, hein? Bon, alors, les ingrédients, c'est... on est animé, on est passionné. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai un staff qui s'élargit. J'ai une trentaine de coachs. Certaines années, les emplois du temps match, ça bouge un petit peu. Mais j'ai eu beaucoup de coachs, des intervenants qui sont maintenant des têtes d'affiche. Nathalie Molin, c'était mon premier coach avec moi. Jérémy Sureau, Olivier Boisena, qui était un des coachs des Lebrun, Fabien Fourneau, des responsables de très gros clubs, de Boulogne, de Sky.
L'ingrédient, c'est aussi d'avoir du réseau et que des gros clubs s'adossent aussi à ma structure. Parce que voilà, des gros groupes viennent souvent sur ces stages-là. Et par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il faut aussi que les jeunes ne me connaissent pas vraiment en tant que joueur, parce que c'est vrai que pour le coup, sur certains jeunes, j'ai 30 ans d'écart. Donc c'est vrai qu'il faut que maintenant, je suis prêt à recommuniquer parce qu'il faut que je me refasse connaître parce qu'on a besoin. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux ou sont notés, donc on doit passer par là. Mais voilà, tant que ça répond présent, on continuera avec cette énergie et on verra où ça sera. Chaque année, je remets en question, on verra 2027, 2028, on verra jusqu'à quand, mais pour le moment, la flamme est là. Ok. Et alors moi, j'ai fait cette chaîne YouTube Crapping. À l'origine, c'était surtout pour me dire qu'il y a beaucoup d'éducs en France qui sont un peu isolés. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'éducs qui sont un peu isolés dans leur club, au milieu des dirigeants, au milieu des bénévoles. Parfois, ils ne peuvent pas trop échanger avec les autres éducs parce qu'il y a de la concurrence du club voisin, de ci, de là. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée en fait, d'interviewer beaucoup d'éducs différents, des passionnés de ping aussi, pas forcément que éducs, pour en fait peut-être apporter 2-3 billes, 2-3 infos, 2-3 outils à des éducs quelconques qui sont de partout en France, et puis peut-être aussi des pongistes qui sont tout seuls aussi, qui n'ont pas d'éducs et qui s'entraînent tout seuls et qui se débrouillent un peu avec ce qu'ils peuvent. Et du coup, ce qui naît un peu la prochaine question, toi aujourd'hui, si tu devais conseiller à un jeune entraîneur qui débute, quel conseil tu pourrais lui donner pour démarrer l'entraînement petit à petit, comme tu as dit tout à l'heure, mais quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur ou des conseils? Alors, tu peux en donner beaucoup, mais peut-être un petit truc clé qui peut être un peu... les conseils, c'est surtout individualiser la réflexion, déjà, parce que souvent on a une image sur déjà soi, mais il faut toujours... chaque joueur est différent. Ouais. Et déjà, ça, c'est l'information la plus importante. Moi, j'entends beaucoup de coachs donner des conseils qui ne vont pas du tout sur le joueur et qu'est-ce que eux, ça leur convient bien. Donc, il faut essayer d'avoir le recul nécessaire et l'expérience pour avoir le mot juste à la bonne personne et au bon moment. Ouais. En fait, tout est lié, au bon moment et la bonne personne. Parce que le moment, il peut être dans 2-3 ans, il peut être bon. Et ça, c'est dur. C'est dur. En fonction des capacités du joueur, le nombre d'années qu'il a, quand on a un peu d'expérience, on le voit en une fraction de seconde. Ouais. Mais un jeune entraîneur, je dis déjà qu'il écoute, qu'il regarde, qu'il questionne. Et en plus, après, derrière, il pourra un peu peut-être donner un peu son avis. Souvent, on donne son avis avant. Et c'est bien aussi d'écouter, d'apprendre à connaître la personne qu'on a en face. Et ensuite, derrière, tu peux donner un peu des pistes éventuelles et c'est pas des certitudes. Souvent, on dit il faut que. Le il faut que au ping-pong, c'est à bannir. Il faut expérimenter. Déjà. Qu'est-ce que tu penses tenter ça. Est-ce que tu le sens parce qu'il y a des moments où le joueur va pas le sentir, il va rien sentir parce qu'il n'a pas les capacités motrices, les capacités mentales, techniques. Okay. Il va pas sentir. Donc il faut arriver à être précis. Et des fois, c'est mieux de rien dire que de ne pas être précis, sinon on va porter à confusion un message et le joueur va... Tu vas le perdre. On va le perdre, donc des fois, c'est mieux de rien dire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, les années à venir? Écoutez, moi, ce que je veux, c'est continuer dans cette idée, c'est-à-dire que chaque joueur exploite son potentiel. On n'est pas tous champions. Donc déjà, être une meilleure version de soi-même, c'est déjà pas mal. Ne pas se comparer, essayer de faire son propre chemin. Et comme je dis souvent à mes joueurs, même des joueurs internationaux qui sont avec moi en Suisse, quand je dis souvent, tu seras peut-être bon dans 10 ans. Ouais, mais 10 ans, c'est long. Ouais, mais par contre, pendant 10 ans, ce qui va se passer, ce chemin qui va se passer, c'est ça qui va être fort. Le chemin
le process, le résultat, en fait, au final, c'est pas ça le plus important, c'est ce que tu mets, les ingrédients, les valeurs que tu apprends à travailler. Ben en fait, finalement, quand quelqu'un qui est 500 ou 700 ou 900 ou 1000, mais qui travaille, on lui apprend des valeurs et ça, il s'en servira plus tard. Et ce que je dis souvent, voilà, le chemin va t'apprendre des choses et après on verra où ça sera. Il ne faut pas aller voir trop loin, mais vis ce chemin, ne le subis pas. Voilà, Okay. Ne subis pas et voilà, sans regret, comme tout à l'heure je disais, ne pas avoir de regrets, mais en tout cas, suis ton propre chemin et après tu verras où ça mène. C'est un peu ça l'idée. C'est un bon mot de la fin. En tout cas, merci. Je pense que ça a été la communauté, c'est super intéressant tout ce que tu dis. Il y a beaucoup de valeur. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter un peu tout ce qu'a dit Michel. Il y a sûrement plein de choses à en redire. Et puis de liker. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà. Merci Ciao Stéphane. Michel, merci à toi. Merci Super. Stéphane.